Bonjour. Je suis en compagnie de Bernard Bichler, associé chez Ben, en charge du secteur aérospace et défense, à mon côté. Bonjour. À côté de lui, Olivier Petz, qui est président de Prométhée New Space. Bonjour. Et au bout de notre ligne, Patrick Destremo, vice-président exécutif et directeur général défense et sécurité, Indetom. Et avant, il s'occupait de l'IHEDN. Voilà, donc notre thématique, c'est comment la géopolitique impacte la transition écologique. Effectivement, il y a même pas un an, il y a 6 mois, l'urgence absolue, c'était la transition écologique. Tous les logiciels tendaient à répondre à cette question qui était une priorité internationale. Depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, la guerre avec la Russie, sur le théâtre européen, la première de cette taille depuis 1945. On s'est aperçu que on était dans une planète mondialisée, mais que c'était compliqué, en particulier avec un autre géant qui était la Chine, qui a un comportement assez agressif, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc tout ça, ça pose des problèmes d'approvisionnement, on l'a vu. Donc aujourd'hui, le contexte nous permet de parler de réouverture de centrales à charbon, ce qui il y a quelque temps était cité comme quelque chose de diabolique. Comment la situation géopolitique impacte cette équation de la troisième dimension ? En quoi la troisième dimension nous permet-elle de comprendre l'état de la planète ? Et tout de suite, pour répondre à notre question, je me tourne vers Bernard Bichler. Alors, la géopolitique a-t-elle gommé l'équation environnementale ? Alors tout d'abord, il faut, je pense, poser quelques bases d'évolution géopolitique et reconnaître que l'Ukraine, ce n'est pas un événement isolé. L'Ukraine, elle fait suite à une longue liste d'instabilités, de disruption, on dit aujourd'hui, ou de provocation. On peut démarrer, et ça accélère depuis environ une dizaine d'années. J'ai cité quelques événements, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la guerre en Syrie avec son pic en 2017, les tensions entre la Turquie et l'Europe, et spécifiquement l'Allemagne, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis depuis 2018, les émeutes de Hong Kong, les provocations chinoises depuis 2017 dans toute l'Asie du Sud-Est, et bien évidemment, depuis quelques mois, le conflit ukrainien. Donc, ce n'est pas un événement auquel on réagit, c'est une somme d'instabilité. Et cette somme d'instabilité, ou cette instabilité croissante, a conduit à des évolutions majeures, des changements de doctrine de défense et des changements même de notion de souveraineté. L'Australie a changé de doctrine de défense, a créé l'alliance AUKUS avec les US et les Anglais. Les Allemands ont profondément changé suite à la guerre en Ukraine leur vision de la défense. Et on a une nouvelle lecture, je prends que des exemples, de ce que c'est que la souveraineté. On s'est rendu compte de l'importance de certaines matières stratégiques, on s'est rendu compte de l'importance des semi-conducteurs, on se rend compte que nos pays sont fortement dépendants, tous, et conduisent à reconsidérer un certain nombre de matières et de produits pour les réintégrer à l'intérieur de notre par zone géographique. On se rend compte aussi qu'il y a des blocs qui se dégagent, des blocs géopolitiques, bloc de l'Ouest, l'OTAN, qui n'est pas vraiment le bloc de l'Ouest, les États-Unis, la Russie, vous l'avez cité, la Chine et les pays limitrophes, que ce soit la Turquie, l'Iran. Par rapport à ça, il nous paraît important, la question importante, c'est où est-ce que cela va nous mener ? Il est important, Pierre-Éric Pommelet le notait tout à l'heure, dans le domaine de la souveraineté, dans le domaine de la défense, on est sur des temps longs, à 30 ans, à 40 ans. On a besoin, en matière de supply chain, d'avoir un temps long, parce que si on doit faire des changements en matière de politique de batterie, de lithium, en matière de titane, on doit au moins avoir une visibilité à 10 ans ou à 20 ans. Et par ailleurs, on a besoin de savoir quels pourraient être les futurs géopolitiques pour être capable de les influencer et pour être capable, sur les 10 ou 20 prochaines années, d'influencer l'évolution du futur. On pense chez Ben qu'il est nécessaire pour cela de
de vraiment se doter au niveau étatique, mais au niveau de chacune des entreprises, d'une vision prospective des futurs plausibles. On a plutôt traditionnellement l'habitude de considérer comme scénario de référence le scénario qui nous arrange le plus, ou le scénario on va dire, de la plus forte pente, en disant c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Nous, on pense qu'il faut vraiment avoir une vision claire de qu'est-ce qui est possible d'arriver et comment on va se positionner par rapport à ce futur. Et si on imagine le futur, on imagine qu'il peut y avoir, à 30 ans, si on prend que la dimension géopolitique, 3 futurs possibles. Un futur qui est la globalisation continue, on est dans un monde globalisé où les échanges commerciaux perdurent avec l'intégralité des États, où une entreprise industrielle a la capacité de vendre ses produits sur toutes les géographies, aussi bien à l'export, en Europe, dans les pays européens et aux États-Unis, qui est, on va dire, un futur possible d'un monde globalisé. À mon avis, la probabilité d'occurrence de ce scénario, elle est assez faible. Je pense qu'on va vers un monde qui est plus polarisé, avec sans doute 2 schémas possibles. Un schéma où on a un monde multipolaire, US, Europe, et je vais dire un grand bloc de l'Est, Chine, Russie. On les voit avec les annonces récentes et la manière de l'évolution géopolitique entre la Chine et la Russie. Donc ça, c'est un scénario plausible, mais qui suppose une beaucoup plus grande intégration européenne en matière politique et en matière de souveraineté. Donc ça, c'est un scénario. Et le scénario qui fait peur à tout le monde, c'est un scénario dans lequel le monde devient bipolaire. Toutes les actions récentes pendant la guerre en Ukraine laissent penser que ce monde est possible, à savoir un monde dans lequel on a un véritable rideau de fer entre l'Est, Chine, Russie, et l'Ouest, US et l'ensemble de ses satellites, dont l'Europe, avec un vrai rideau de fer, donc un changement politique lourd, une réduction massive des échanges internationaux entre ces 2 masses, une dégradation de l'Europe et un effondrement de l'Europe en tant qu'ensemble politique, une domination technologique des États-Unis, une domination de la politique de défense et de l'ensemble des industries de défense européennes. Un effondrement et une domination des Américains. Alors ce bilan général, l'ancien général d'Estremo, je pense, est capable de confirmer ou infirmer cette... Donc on voit ce tour d'horizon n'est pas très encourageant, donc il pose le problème de la souveraineté. Cette souveraineté, donc on voit qu'elle a des tas de paramètres économiques, industriels, approvisionnement, alimentation, sanitaire, donc on est dans un monde complexe. Bernard parlait de bipolarisation. Mais donc on a bien vu les 2 principaux termes, l'Amérique, les Européens, une sorte d'Occident, la Chine, la Russie, mais le reste du monde. On a le sentiment qu'autant on pouvait, dans la séquence antérieure, avoir des alliés qui avaient envie de se rallier, par exemple l'Inde, au bloc des démocraties, on a le sentiment que ça devient beaucoup plus compliqué, même des pays comme le Brésil, pour condamner la guerre russe en Ukraine, c'est pas évident. Donc Patrick Drestamo, votre avis? Oui, moi je rejoins Bernard sur le fait qu'il y a un avant et un après l'Ukraine. Peut-être pas tant parce que c'est un moment d'inflexion, mais je crois surtout parce que c'est un moment de réalisation de finalement ce qui a été notre cadre intellectuel après l'effondrement de l'URSS, la chute du mur, dans un monde qui se mondialisait, qui pensait la fin de l'histoire et de la guerre, de réaliser que on va être obligé de repenser les rapports entre les États, les rapports de puissance et de sécurité, de manière globale, je suis d'accord, et on ne peut pas uniquement raisonner dans une compétition entre la Chine et les États-Unis. Moi, ce qui me frappe sur cette guerre en Ukraine, c'est qu'elle se déploie finalement dans 2 champs. On voit beaucoup à travers les images un champ militaire, parce que finalement il est à la fois dramatique dans ses conséquences et dans son intensité, mais il y a en même temps
une guerre économique. Et si on pense que finalement le respect des accords de Paris, le changement de notre modèle énergétique qui est associé et nécessaire passe par une transition, bien sûr, qui va être sociale, culturelle, à la fois multidimensionnelle et multiniveau, mais d'abord économique. À quel moment, eh bien, finalement, cette guerre économique, elle vient percuter une transition qui, si on est tous d'accord, pourrait nous décentrer du risque principal, qui est finalement un dérèglement climatique qui finalement emporte sa part d'appauvrissement et de souffrance humaine. Moi, ce qui me frappe dans cet instant de réalisation, c'est de voir d'abord que on a cet affaiblissement d'une prééminence américaine, on est tous d'accord, qui a été quand même un instrument de gouvernance qui a à la fois protégé l'Occident, mais qui a été, je pense, source de paix et de prospérité, une émergence de la Chine dans un chemin très stratégique qui nous interroge. Moi, je ferai quelques constats très simples. La Russie est en train de s'appauvrir et elle est isolée du monde, ce qui est un fait à la fois politique et économique sans précédent. Et cet isolement, il a un impact très immédiat, c'est qu'avec l'Ukraine et la Russie, on le sait, il y a là des sources d'approvisionnement en matière, mais en particulier en ressources alimentaires, qui vont avoir un impact sur les pays et sur leur stabilité. Si on regarde le plus proche de nous, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, sont très sérieusement menacés par les difficultés d'approvisionnement qu'elles vont avoir en ressources alimentaires si on ne trouve pas une solution de court terme. Ça, c'est un premier impact. Le second, c'est qu'on le voit, on a une volatilité des prix du pétrole qui fait qu'aujourd'hui, on est quasiment sans amour. On a renoncé à ce qui était quand même le credo d'un chemin sur le respect des accords de Paris. Le charbon, les gaz bitumeux, enfin un certain nombre de ressources fossiles auxquelles il était plus, on ne pouvait même pas les nommer, sont devenues maintenant, par nécessité politique, et quels que soient les partis. Moi, j'observe que même en Allemagne, le parti vert a fini par accepter cette nécessité. Et de ce double mouvement, je pense que la Chine en sort considérablement renforcée. La Russie, elle n'a pas beaucoup de sorties. Dans son isolement, elle va se tourner vers la Chine, à la fois en termes d'échanges commerciaux, d'exportation de ses surcapacités énergétiques. Que va faire la Chine? Je pense que pour les dirigeants chinois, cette guerre ukrainienne, elle est pleine d'enseignements. Et ce qu'ils voient d'abord, c'est que finalement, s'il y a un affrontement militaire, il y a d'abord un affrontement économique. Et je rejoins Bernard, c'est donc ce credo d'une mondialisation, d'une interdépendance acceptée avec des concessions de souveraineté, qu'en fait-elle? Moi, je pense qu'il y a un vrai risque que la Chine en tire toutes les conséquences et qu'elle crée sa propre sphère, à la fois politique et économique. Et je trouve que la démarche qui a été récemment menée par le ministre des Affaires étrangères chinois, qui est de créer dans la zone Pacifique, et on pourrait observer le même mouvement en Afrique, finalement un espace d'alliance, au moins économique. Après, est-ce qu'il pourra avoir la force de l'Union européenne, de l'OTAN? Je ne sais pas, parce qu'il y a des questions très philosophiques après dans ce qui nous rassemble autour de l'OTAN et de l'Union européenne. Et d'où, je pense que malheureusement, cette hypothèse d'un monde fragmenté, où chacun crée son espace finalement de souveraineté et de sécurité, elle contribue après, à terme, à alimenter les rapports de puissance. Et alors après, comment on réconcilie la transition énergétique dans ce contexte? Je crois que c'est une vraie question. Moi, j'ai quelques pistes, mais je vais d'abord laisser la parole à d'autres. Voilà, et donc je vais me tourner vers Olivier Pepse, parce que cette guerre en Ukraine, on a vu que
ce qui a fait la différence, c'est la maîtrise de la communication, de l'observation, de l'information. Et c'est vrai que l'armée ukrainienne a bénéficié des outils américains, d'ailleurs sans doute plus, enfin, au moins autant privé que public. Donc la souveraineté, on voit que ça est lié de plus en plus avec la troisième dimension. La capacité de ne pas dépendre d'un autre pour observer, communiquer, c'est quelque chose qui va être de plus en plus clé. Prométhée, c'est un système de constellation nouveau. Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça peut donner de l'indépendance? Comment ça peut renforcer la souveraineté? Alors après ces exposés très intéressants de géopolitique très pointus, j'ai la difficulté d'expliquer donc les constellations de satellites et puis d'arriver à comme solution et d'arriver à la transition écologique. Donc en effet, je fais un petit raccourci, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais il est clair que 90% des conflits sont liés à des problématiques de ressources naturelles et énergétiques. Donc de là, on sait qu'on est tout de suite dans des enjeux de résilience, mot important, et de souveraineté. Alors, puisque bon, il suffit qu'il y ait une pénurie pour qu'on puisse arrêter une économie. Premier point. J'y vais doucement. Hein. La crise du Covid et la guerre en Ukraine a aussi mis en lumière une notion d'interdépendance et de co-responsabilité avec une idée, c'est cette perméabilité entre le local et le global qui est aujourd'hui quasi total. Alors c'est justement dans ces situations de crise qui sont quasi imprévisibles et qui traversent rapidement tout le globe que je dirais qu'il y a que ce soit pour le stratégique ou pour l'environnemental, hein, les grandes crises climatiques, il y a un mot qui a été peu prononcé et qui me paraît très important, qui est l'anticipation. Et c'est d'autant vrai pour un pays comme la France, qui a 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques d'exclusion, et qui doit globalement tout contrôler, ce qui est très difficile, et qui, dans sa position qui est post-Brexit, où elle est le seul, on l'oublie, mais c'est le seul Européen maintenant qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, maintenant il doit aussi avoir un œil permanent sur les points chauds du monde dans cette nouvelle position. Donc on arrive à une notion qui me paraît fondamentale, c'est la notion de permanence géographique et temporelle, qui est cette fois-ci qui est totalement nouvelle. Et on pouvait y répondre que très très partiellement. Et c'est maintenant la révolution du New Space, hein, qui permet, par une réduction des coûts, de lancer ces premières constellations de petits satellites d'observation de la Terre. Alors évidemment, les Américains et les Chinois sont loin devant. Hein, vous avez vu le Small Business Act, c'est 600 start-up qui sont financées aux États-Unis. C'est il y a moins de 10 jours, il y a 10 milliards qui sont, il y a 5 milliards de dollars qui sont versés, c'est Planet, Maxar, Black Sky, hein, dans le privé. Donc il y a vraiment une puissance extrêmement forte, mais j'ai quand même une bonne nouvelle, et qui répond en partie à votre question, c'est que la France bouge. La France bouge, il y a un nouveau président au CNES qui a mis en place toute une dynamique dans le New Space, mais main dans la main avec les grandes sociétés, supporté par un gouvernement qui a décidé de mettre 1,2 milliard pour financer les start-up spatiales françaises. Alors, je dis que c'est sans anticipation sur ces grands enjeux, je répète, environnement et stratégique, c'est-à-dire les forêts, c'est les océans, parce que ce sont les grands réservoirs pour la séquestration du carbone. Sans cette anticipation sur ces conflits, si on n'est pas capable de voir ce qui se passe un petit peu à l'avance, etc., on se retrouve dans des situations où le prix à la pompe va doubler, où le prix des matières premières va exploser. Et dans ce cadre-là, mettre en place une politique de transition écologique, ça rejoint vos propos, ça devient quasi désuet.
Mais alors justement, une constellation de satellites, qu'est-ce que ça va apporter concrètement par rapport à cet enjeu ? Mais j'ai pris un peu de temps pour définir la notion de permanence géographique et temporelle. Aujourd'hui, voilà, nous avons soyons clairs, en Ukraine, ce qui a donné une information dynamique, donc passer de 1 image, 2 images, 3 images par jour, à une vraie compréhension comportementale de ce qui se passe, c'est vraiment les constellations de satellites, de petits satellites qui vont amener ça. Ça s'appelle la revisite, ça s'appelle l'hyperréactivité, sur lequel on travaille et qui permettrait de rattraper technologiquement les Américains et d'amener idéalement ce real time, idéalement de cette couverture globale. Alors il faut beaucoup de satellites pour ça, mais si on a déjà des constellations de 20, de 40 satellites, etc., on peut se rapprocher. Quel est le coût de ces constellations ? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est... Alors l'intérêt du New Space, c'est justement, on rend le coût de développement de ces... On va beaucoup plus vite, on est audacieux, on a moins de contraintes, et l'objectif c'est d'arriver à des coûts vraiment inférieurs à ce qui existe, bien que ce qui existe, pour le moment il n'y a pas de constellation, mais on peut faire, pour le prix de 1 gros satellite d'observation, on peut faire une constellation complète. Ce qui nous permet de développer des services pour aider à la résilience et à la souveraineté de la France, pour le côté stratégique et le côté environnemental, et puis de dupliquer ces systèmes et les vendre à des pays à l'export qui sont extrêmement friands de cette souveraineté spatiale. Alors, est-ce que des pays qui n'avaient pas accès au spatial jusqu'à présent, ces nouveaux systèmes de constellation, ça va leur permettre d'avoir un accès propre, d'avoir la propriété de données, ou est-ce que tout va repasser par les États-Unis ? Alors évidemment, c'est notre avantage numéro 1, c'est qu'on leur offre une solution 100% souveraine. Donc ils ont leurs satellites, ils ont leurs moyens sol, ils ont leur plateforme digitale agrégative, ils ont leur cloud, ils maîtrisent même, on les forme de telle manière qu'ils savent programmer, et donc vraiment ils ont une solution. Finalement, les images qu'ils récoltent leur permettent de gérer le pays. J'étais à la COP15 encore il y a 10 jours, sur la Grande Muraille Verte, et les pays africains sont extrêmement intéressés, puisque un des plus grands problèmes, c'est la traçabilité. Donc c'est justement quelque chose qui peut être obtenu par les hauts taux de revisite. Merci Olivier. Alors je vais me tourner pour la conclusion vers Bernard. Est-ce que ces systèmes de constellation qui donnent de la souveraineté, est-ce que c'est une manifestation résiliente de l'après-crise ? Il est certain que les constellations, en tout cas le besoin d'intelligence et d'information temps réel sur ce qui passe aux bornes de son pays ou dans des pays de zone d'intérêt d'un pays est une source de souveraineté et une source d'information qui est devenue indispensable. On l'a vu à travers la crise en Ukraine, on l'a vu à travers d'autres crises, aussi bien des crises de migration. Les constellations de satellites permettent, au-delà de la question de la souveraineté, aux États d'assurer une meilleure maîtrise de l'utilisation de ces ressources naturelles, que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources forestières, que ce soit les ressources de leurs océans, parce que les informations satellitaires permettent une maîtrise extrêmement fine, par exemple des zones de pêche, des pêches illégales dans les zones de pêche, de la manière d'optimiser le déplacement des poissons et d'assurer une pleine et entière maîtrise des océans et donc de l'écologie de son pays. Très bien, merci. Écoutez, on va terminer ce point, mais on voit que c'est des sujets qu'il faut continuer à discuter, et on va continuer à le faire dans le Paris Air Forum, et en tout cas dans la prochaine édition, parce que des mots-clés, souveraineté, résilience, cette crise environnementale, comment on va le traiter, puisqu'on peut avoir tendance, l'urgence de la guerre fait disparaître le problème, mais le problème est toujours là, il est en train de s'aggraver, et il va falloir trouver des solutions efficaces, et on va avoir de moins en moins de temps pour le faire. Donc il va falloir de plus en plus d'innovations disruptives. Donc, mais tout ça, c'est la prochaine fois. Voilà, je vous remercie tous les trois, et je vous dis à la prochaine.